toutes et à tous, ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour cette séquence où nous allons parler du package anti-blanchiment et du cadre de l'identité numérique avec ces différents impacts de ces deux textes en Europe. Alors nous aurons une session bilingue, français, anglais. Nous aurons donc nos invités qui vont s'exprimer dans deux langues respectives. Vous pouvez bien sûr suivre nos échanges en direct et si vous souhaitez une traduction simultanée, cela est également possible et disponible. Vous avez des casques à l'extérieur qui vous permettront de suivre nos échanges. We're going to have a discussion in French and in English, so if you need a translation, you can just ask outside and we... Donc, si votre voisin n'a pas encore un casque, vous pouvez lui indiquer qu'ils sont disponibles à l'entrée de la salle pour la traduction simultanée humaine. Côté Stéphane Mouy, SGM Consulting, nous avons également Raluca Alexandra Pruna de la Commission européenne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et nous avons également le plaisir, we have the pleasure to welcome Sabine Otto. Thank you, Sabine, to be with us all. Merci Sabine Otto d'être parmi nous, qui est également de la Commission européenne. Revenir sur ces deux textes, je sais que nous en avons déjà parlé dans certaines séquences que vous avez peut-être suivies depuis ce matin au cœur ici de l'ID, du KYC Forum, essayer de comprendre un petit peu quels sont déjà de quoi s'agit-il, en quoi ces textes viennent renforcer un existant, viennent apporter des éléments complémentaires, comment effectivement ces deux règlements arrivent aussi en synergie, ont des impacts complémentaires, comment sont-ils adressés, quels impacts aussi sur évidemment les entreprises, le domaine bancaire, mais pas que, on va y revenir, un certain nombre d'autres acteurs sont évidemment confrontés, comment est-ce que les structures doivent s'adapter et qui peut les y aider. Je vous propose qu'on démarre peut-être avec vous, Sabine. We'll start the debate with you, Sabine. Nous allons commencer avec vous pour discuter du nouveau cadre numérique pour savoir et comprendre ce qui est nouveau dans ce cadre. Votre micro est allumé, donc comment cela va impacter les entreprises pour des activités et pour également la vie des ménages. C'est plus facile pour moi. Thank you first of all for... Merci tout d'abord de m'avoir invité. C'est un grand honneur d'être également avec mon ancienne chef et mes anciens collègues également. C'est très agréable. Donc on est en famille. Maintenant, je travaille sur le portefeuille numérique et j'ai travaillé sur les négociations, comme on en a parlé plus tôt, et également soutenu par le Conseil, qui va être publié au journal officiel en mai. Donc, peut-être que je commencerai par les principes qui guident et ce qu'on a suivi pendant toutes les négociations, parce que ça a été notre permis de négocier. On voulait créer un portefeuille, ou plutôt des portefeuilles, comme on aura au moins 27 portefeuilles différents, enfin pas différents, 27 portefeuilles si on suit le même cahier des charges techniques. Et ces portefeuilles sont fournis gratuitement et mettront le contrôle entre les mains des citoyens. Donc ce sont les principes sous-jacents. Ils sont acceptés par les services privés et publics avec la bonne identification. Et très important, il sera sur une base volontaire. On a parlé des portefeuilles toute la journée parce que c'est très important de bien le faire. Parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas des choses efficaces, fonctionnelles, qui sont faciles à utiliser, personne ne va l'utiliser. Il n'y a aucune obligation pour les citoyens, les résidents de l'utiliser. Donc c'est très important d'avoir cette discussion et de réfléchir comment on peut créer des portefeuilles qui soient attrayants pour les utilisateurs. Alors, autre élément que j'aimerais souligner, c'est que dans le cours des négociations, le portefeuille est devenu davantage qu'un outil d'identification. Je sais qu'aujourd'hui, on se concentre sur l'identification, mais les législateurs sont donc plus concentrés sur les fonctions portefeuille. Par exemple, ils ont ajouté le besoin d'avoir un tableau de bord où on peut voir les transactions, l'historique des transactions, où l'utilisateur pourra également signaler des activités qui sont
étranges. Également partager des certificats entre portefeuilles. Également, il est prévu d'avoir une signature électronique gratuite pour utilisation non professionnelle. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir à ces nouveaux éléments qui sont entrés dans la proposition et de voir comment est-ce que cela a façonné l'avenir du... Donc également l'avenir du portefeuille, pardon. Et également, on n'a pas uniquement de nouvelles exigences pour les fournisseurs de portefeuilles, mais également les gouvernements devront créer une autorité de supervision, ou en tout cas une force de supervision des fournisseurs de portefeuilles. Mais nous, en tant que commission, on va créer le groupe de coopération d'identité numérique, mais cette coopération va aider la commission pour écrire les meilleures normes à la fois pour l'identification numérique, les portefeuilles et également pour les services de confiance et avoir des organes de supervision pour la mise en place. Une dernière question, comment est-ce que vous adressez l'interopérabilité et la reconnaissance mutuelle entre les États membres? Alors, les portefeuilles sont basés sur les mêmes normes techniques et donc devraient être interopérables dès le départ. Donc, pour nous, ce n'est pas un sujet. Donc, c'est un point qui a déjà été réglé. OK, très bien. Un mot avec vous sur le AML package, donc la partie anti-blanchiment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce package? Que contient-il? Quels sont les points clés d'amélioration que l'on peut partager avec nos invités? Tout d'abord, merci pour c'est un honneur d'être ici et de partager où on en est avec le paquet anti-blanchiment. C'est un peu contre-intuitif parce que des fois, l'industrie considère que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est un peu une freine pour le développement, disons, digital. Mais fait est, en entendant l'entretien que vous avez eu avant, fait est que nos systèmes doivent être préparés afin d'éviter que le système financier soit misused afin du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Et c'était en 2021 que la Commission a proposé une grande réforme, qui est une réforme réglementaire. On a revu toutes les règles qui concernent, disons, ce domaine. Et en plus des règles de droit matériel, il y a aussi une partie très importante de la réforme qui concerne la création d'une autorité au niveau de l'Union européenne, une autorité, en anglais c'est AML Authority, alors pour faire plus simple, je vais dire AMLA, qui sera en charge qui sera à la fois un superviseur du secteur financier, pas de tout le secteur financier, mais d'une partie du secteur financier, qui sera la coordinatrice des méthodes de supervision dans ce domaine, et qui est aussi un deuxième pilier. Sur le premier pilier, supervision. Deuxième pilier, ça concerne les Financial Intelligence Units. J'ai ici en français, c'est les cellules de renseignement financier. Et l'autorité aussi sera demandée, tout en n'étant pas une cellule un CRF, de coordonner les activités des CRF qui sont établies dans les États membres et de faire plus facile les joint analysis, parce qu'on sait que tous les cas de blanchiment de capitaux, les grands cas, les moins grands, ont un élément transfrontalier. Alors, c'est ça sur la partie institutionnelle, et sur la partie réglementaire, on aura le premier règlement dans ce domaine. Jusqu'à maintenant, on a eu une série de 5 directives, et comme vous le savez, les directives doivent être transposées par les États membres. Et on a cru que, en 2021, quand on avait fait la proposition, on a cru que, disons, l'environnement est assez mûr pour proposer un règlement, ça veut dire des règles qui soient directement applicables dans tous les États membres.
Et c'était, bon, le temps est très court, mais je vais essayer de dire seulement un mot de qu'est-ce que la réglementation permet et facilite en termes d'utilisation, disons, des méthodes digitales numériques. On a eu des discussions, Stéphane, c'est en 2019, 2018, on avait essayé de regarder qu'est-ce qui ne va pas bien dans notre législation. Et bon, on avait essayé d'adresser ça et de laisser la possibilité ce qu'on appelle les entités assujetties, ça veut dire les entités qui ont des obligations dans le domaine anti-blanchiment, d'utiliser des outils. Mais la législation au niveau européen, tout comme au niveau national, elle est ce qu'on dit en anglais, elle est neutral, technologically neutral. Alors si vous allez lire le règlement ou la directive, dans le règlement on a des obligations pour le secteur privé, dans la directive on a des obligations pour les États membres d'établir le cadre qui permet de lutter d'une manière efficace. Si vous allez regarder les deux instruments, vous n'allez pas trouver là-bas des suggestions, quels outils utiliser, et ceci pour la raison de la neutralité, mais aussi, j'ose dire, pour la raison du fait que ce domaine est en plein développement. Et par exemple, pour vous donner un exemple, en 2021, quand la Commission avait proposé ces textes législatifs, on ne savait pas, les NFTs, Non-Fungible Tokens, ça n'était pas inventé, ou si c'était inventé, c'était au tout début, un début timide. Et pendant les négociations, on avait vu ça se développer. C'était le cas aussi pour pas mal d'autres choses. Et pour ces raisons, la législation, elle est neutre du point de vue technologique. Mais néanmoins, les entités assujetties seront en mesure d'appliquer, d'utiliser ces outils afin de faire en sorte que leurs mesures de vigilance à l'égard de leurs clients quand on fait le KYC soient efficaces. Et bon, avant de finir, je dirais que on attend encore l'adoption formelle du paquet, de ce grand paquet. On aura un vote au Parlement européen au mois d'avril, un vote au Conseil le mois de mai, et j'espère qu'avant les vacances d'été, tout le monde pourra lire dans le journal officiel les textes. En tous les cas, nous suivrons ces actualités et ces publications. Stéphane, un mot peut-être avec vous, notamment des requirements sur le AML, demande donc des niveaux substantiels quand le cadre donc de l'identité numérique européenne nécessite, en tous les cas, demande des niveaux élevés. J'ai dit une ânerie, Stéphane, ou... Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais dites-moi, corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Je voulais faire une remarque, parce qu'effectivement, on se connaît avec Raluca depuis des années maintenant. J'avais fait partie d'un groupe d'experts qui s'appelait EID and KYC, sauf erreur, qui était mandaté par, il y avait Andreas Servida, je crois, qui était à la manœuvre. Bon, c'est le père du règlement IDAS, et qui avait pour objectif d'essayer de trouver les voies et moyens de l'utilisation des identités numériques dans les parcours bancaires, déjà. Voilà. Et je me rappelle qu'on est tombé sur une inextricable complexité des règles de KYC en Europe. Inextricable. Enfin, c'était invraisemblable. Chaque pays faisait complètement différemment des autres. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, la BaFin autorisait l'identification par vidéo. À l'époque, en France, c'était totalement interdit. Bon, voilà. Donc là, on a, avec le futur règlement AML, on fait un progrès qu'on peut qualifier d'absolument considérable. Moi, je trouve que il y a eu beaucoup de... Le règlement IDAS a été beaucoup mis en lumière, on en a parlé beaucoup aujourd'hui déjà. Je trouve qu'on gagnerait à parler plus du règlement AML sur son volet KYC, parce que l'unification des règles de KYC en Europe pour tous les pays, pour toutes les banques, pour tous les établissements assujettis, c'est un progrès gigantesque. Gigantesque parce qu'il va permettre des règles communes, il va permettre des fournisseurs de générer des fournisseurs de services qui vont avoir
le footprint européen, la taille critique européenne. C'est une étape que je pense tout à fait majeure dans la construction d'un espace bancaire et financier européen dont on a vraiment besoin. Et Raluca, franchement, je le dis, moi je suis admiratif du travail qui a été fait, je le dis très sincèrement. Je pense que c'est... alors on verra dans le détail, tout n'est pas fait. Il y a encore beaucoup de règles d'application. On verra comment la MLA va traiter le détail des réglementations du KYC. Mais sur le principe, je trouve que c'est un progrès absolument fondamental. Bon, et ça va d'ailleurs positionner en fait, les règles AML comme le deuxième pilier ou la deuxième alternative pour le développement de solutions d'identité numérique. Je prends un exemple, on a parlé ce matin de BConnect. D'accord ? BConnect qui est la solution d'authentification mutualisée, partagée par le groupement carte bancaire et les banques derrière le groupement carte bancaire. C'est complètement en dehors d'IDAS. C'est basé en fait sur des règles implicitement, mais très nécessairement basé sur des règles de KYC qui vont être non plus définies au niveau français, mais au niveau européen. Alors voilà, donc progrès immense, je me répète un peu, tout à fait remarquable. Alors effectivement, comme d'ailleurs on l'a dit ce matin, pour l'entrée en relation, le niveau de référence, ça n'est pas le niveau de garantie de référence minimum, ça n'est pas le niveau élevé qui est celui qui est prévu pour les portefeuilles d'identité numérique, c'est le niveau substantiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire deux choses. Surtout, comment est-ce que vous percevez finalement ces deux éléments, ces deux approches différentes? En fait, c'est très logique. Quand vous regardez du côté bancaire, très franchement, déjà le niveau substantiel, c'est un progrès par rapport à la situation actuelle. Enfin, actuellement, en Europe, et je dirais même en France, on est en dessous du niveau substantiel pour l'ouverture d'un compte bancaire. Il faut quand même rappeler une chose, que si vous avez déjà, on est dans un monde, dans un univers très bancarisé, si vous avez déjà un compte bancaire, vous pouvez ouvrir un deuxième compte bancaire avec simplement un scan d'une pièce d'identité. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, c'est autorisé par le Code monétaire et financier. Bon, voilà. Donc, le niveau substantiel, à mon avis, il est logique, il est cohérent. C'est d'ailleurs la règle française maintenant, je dirais. Donc, il est déjà reconnu en France. C'est bien. Alors, c'est pas le même niveau que le niveau élevé reconnu pour les portefeuilles d'identité numérique. On verra comment les portefeuilles d'identité numérique vont gérer ou pas gérer le cas d'usage paiement, mais ça risque d'être une difficulté, effectivement. Sabine, what are the interactions? Sabine, quelles sont les interactions et les synergies entre ces deux règlements dont on parle? Je n'ai pas compté, mais je pense que si on ouvre la régulation, je crois qu'on parle d'identité à peu près 40 fois, entre 30 et 50 fois dans les règlements de la MLA. Donc, les vérifications d'identité, c'est un aspect majeur des besoins dans le cadre de l'anti-blanchiment. Et en fait, il y a une référence dans l'introduction parce qu'il a dit que quand le portefeuille européen est utilisé pour identification, ça peut présenter un niveau bas ou standard de risque. Et bien que ce soit neutre en termes de technologie, je dirais qu'il y a une référence positive au portefeuille qui va pouvoir faciliter la vie des entreprises pour vérifier l'identité des clients dans toute l'Union européenne. Donc je crois que il peut y avoir des énormes synergies entre les deux. Un complément sur ces synergies entre ces deux réglementations dont nous parlons? Oui, en effet, je voudrais dire que les réglementations, elles sont différentes parce que c'est un domaine de réglementation différent, mais elles sont vraiment complémentaires et vraiment il y a une synergie. Et comme Sabine l'avait dit, même si les règles de KYC, Customer Due Diligence, elles sont très élaborées maintenant, elles vont être les mêmes règles partout dans l'Union européenne. Alors ça va plus être possible
comme on est dans la situation actuelle, que j'ai un compte bancaire en France, mais je veux ouvrir un compte bancaire, je ne sais pas, en Bulgarie, et que le même groupe bancaire me demande encore une fois le full Monty pour démontrer qui je suis. Et c'est vrai que dans le considérant du règlement, on avait fait référence au portefeuille électronique, et ceci, même si ce n'est pas une obligation, nous on compte que ça c'est un incentive pour les clients d'utiliser cette possibilité dans la législation européenne afin que le KYC est simplifié et que le client soit considéré un client low risk. Et puis, avec la nouvelle réglementation, on essaie aussi d'adresser des situations de fragmentation du marché. On sait, par exemple, qu'il y a des situations où quelqu'un qui a travaillé en France, mais qui après veut vivre disons en Allemagne, on a une pension en France, mais on vit en Allemagne, alors c'est un peu compliqué. On doit faire des fois virtual IBAN, utiliser enfin des astuces pour pouvoir bénéficier du marché intérieur. Et avec la nouvelle réglementation, on espère qu'on met fin à cette nouvelle fragmentation. Mais comme Stéphane l'avait dit, il ne faut pas être dans un mood trop festiviste parce que, bon, on n'est pas encore là, le règlement ne s'applique pas encore. On doit encore attendre 3 ans. Et dans les 3 ans, on ne va pas attendre seulement, mais la nouvelle autorité va élaborer des normes techniques très détaillées de ce qu'on a dans le règlement. Alors, le règlement donne les lignes, les cadres assez détaillés, je dirais, pour le KYC. Et bon, le KYC simplifié ou enhanced. Mais dans les normes techniques que la future autorité va développer, il y aura, disons, une carte très complexe qui fera en sorte que le client n'ait pas des risques, qu'il n'y a pas de dérisking, qu'il y a un onboarding qui soit très facile, disons. Oui, Stéphane. Je parle sous le contrôle de Raluca, mais pour la situation de risque normal, par exemple, le règlement définit d'ores et déjà les attributs qui vont être demandés. Hein. Vous voyez, donc il y a déjà un niveau de détail qui est précisé, qui est, là encore, un immense progrès par rapport à la situation antérieure. Franchement, on peut être que très, très positif sur cette harmonisation et unification des règles européennes. Alors peut-être Stéphane, un complément sur ce que vous avez commencé d'évoquer, notamment l'impact de ces 2 réglementations sur tout ce qui va être notamment e-commerce et tout ce qui est payment. Alors, sur les paiements, écoutez, il n'y a pas de doute sur le fait que les paiements sont au cœur des préoccupations des autorités de lutte anti-blanchiment. Enfin, j'enfonce une porte ouverte pour des raisons qu'on comprend bien, parce que, comment dirais-je, personne ne peut tolérer que les marchés des paiements, les opérations de paiement servent de support trop naturel ou trop facile à des opérations illégitimes. Bon, voilà. Donc c'est évident, ça tombe sous le sens, ça a toujours été le cas d'ailleurs, ce n'est pas un changement considérable. Du côté de l'identité numérique, on a beaucoup évoqué ce matin et en début d'après-midi le cas d'usage paiement des futures wallets d'identité numérique. Il est clair qu'il y a une jonction entre les deux. Les contours de cette jonction entre les deux ne sont pas encore complètement définis parce que les textes d'application tant du règlement IDAS que du règlement AML ne sont pas définis. Il y aura probablement des wallets IDAS 2 avec une fonctionnalité de paiement. Est-ce que ces wallets couvriront tous les cas d'usage paiement? Ça n'est pas sûr du tout. Voilà. Est-ce qu'il y aura par ailleurs des solutions, très probablement, de Bank ID hors IDAS, Wero en est une, par exemple, également, qui vont probablement se développer et tirer parti du fait que le KYC est harmonisé. Voilà. Il y aura probablement ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura incontestablement un impact majeur des 2 règlements sur les opérations de paiement. Ça, c'est tout à fait évident. Puis alors, si on rajoute
la nouvelle réglementation des paiements, le futur règlement sur les paiements et à plus long terme les dispositions sur l'euro numérique dans l'hypothèse qui est quand même probable où il sera mis en œuvre. Il y a évidemment un écosystème qui va se créer. On n'en connaît pas tous les contours aujourd'hui, mais il est tout à fait évident que cet écosystème va être fortement impacté à la fois par le règlement EIDAS et par le règlement AML. Et donc sur justement EIDAS, peut-être dans la continuité, on sait qu'il étend notamment la liste des services de confiance avec les attributs donc électroniques numériques qui devront être traités par les banques. Comment est-ce que vous voyez, quel rôle finalement voyez-vous dans ce process d'anti-blanchiment en fait? Alors, ce que le règlement EIDAS dit, c'est que outre les PID, les Person Identification Data, c'est-à-dire les données d'état civil, pourront être logés dans les wallets d'identité numérique des attributs électroniquement attestés, c'est-à-dire en fait plutôt des attributs de statut, par exemple l'appartenance à une éligibilité, l'appartenance à une entreprise, la titularité d'un bien, etc. Et on pense évidemment dans le domaine bancaire aux IBAN, c'est-à-dire que le fait que vous avez une attestation de compte qui peut... Enfin, il y a toute une série d'attestations pour lesquelles les banques sont des fournisseurs d'attributs légitimes. Prenons le cas des IBAN, prenons le cas tout simplement du fait que dans un scénario peut-être un peu, qui n'est pas un scénario de finance-fiction, une attestation du fait que vous n'avez pas eu d'incident de paiement pendant la dernière année. Vous voyez, ça peut tout à fait être un service qui pourrait être fourni par des banques, qui permettrait effectivement de sécuriser des interactions. Voilà. Alors, est-ce que les banques vont saisir de cette opportunité ? Peut-être, peut-être pas, peut-être certaines, peut-être pas toutes, on verra. Il n'y a pas d'obligation majeure, en tout cas pas à ma connaissance, d'obligation majeure que les banques émettent des attributs électroniquement attestés. La logique voudrait qu'elles le fassent. Moi, très honnêtement, je trouve que ça serait très souhaitable. On verra dans quelle mesure elles se saisissent de cette opportunité pour le faire. Sabine, maybe one more word about anticipation and... Peut-être quelques mots sur la préparation de cette dérégulation. Ça, c'est peut-être une invitation de participer à vous tous, à fournir vos points de vue et vos préconisations. Nous avons publié le cadrage de l'architecture et les applications sur GitHub. Donc, merci de mettre vos commentaires sur GitHub. Il faut aussi contacter la commission si vous préférez faire cela, parce que en fait, cette année est très importante pour nous. Nous avons un délai pour créer les directives pour les portefeuilles. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin vraiment d'avoir le retour de l'industrie, le retour de tout le monde. C'est peut-être mon appel à vous tous de nous aider à faire le nécessaire pour que les portefeuilles soient le plus utilisables et adoptables. Il y a encore beaucoup à faire avec ce paquet anti-blanchiment. Comment est-ce qu'on peut se préparer à la survenance de celui-ci? Il y aura, comme je l'avais dit, une autorité qui sera mise en place, l'autorité anti-blanchiment. Et l'autorité va commencer à travailler sur des normes techniques très détaillées pour, par exemple, faire suivre à ce que Stéphane avait dit, pour avoir une liste détaillée, plus détaillée encore qu'on en a déjà dans le règlement, la liste des attributs que doivent être présentés afin de permettre une identification électronique très, très facile. On a des délais dans le règlement qui ne sont pas des délais très courts, 24 mois par exemple pour les normes techniques pour cette liste d'attributs. Et ici aussi, je ne peux faire que faire l'écho de ce que Sabine avait dit. Il y aura des consultations publiques. Et alors l'industrie, mais pas seulement, les citoyens sont invités de participer.
et de partager leurs expériences KYC qui d'ailleurs diffèrent dans différents États membres. Et comme Sabine l'avait dit, seulement avec une forte participation, on pourra au niveau de l'agence pourra, et puis après la Commission va adopter ses normes techniques, mais il faut help us to help you, c'est ça mon message. Vous avez évoqué, Raluca Alexandra, tout à l'heure, la notion des NFT qui en était un petit peu à l'émergence dès lors que vous avez commencé à travailler, à réfléchir sur ce règlement. Finalement, ça s'est renforcé, accentué. Alors, vous l'avez intégré. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient bouger, notamment sur ce sujet-là, dans le règlement aujourd'hui? On n'avait pas... J'avais donné l'exemple de NFTs, pas parce qu'on a pu l'intégrer. C'est compliqué, comme on n'a pas pu par exemple intégrer les unhosted ou unhosted wallets. C'est impossible de faire, on peut tout mettre dans un règlement, mais quand on met quelque chose dans un règlement, dans l'idéal, ce qu'on met doit être, je ne sais pas le mot en français, enforceable. Et on ne sait pas comment faire un contrôle tout en respectant des données privées, comment on peut faire, et d'une manière technique, un contrôle de unhosted ou unhosted. Alors, pour l'instant, on n'a pas les NFTs parmi les entités assujetties, mais on se rend compte qu'avec ce développement digital, on a une clause, une disposition dans le règlement, en anglais on l'appelle review clause, et en 5 ans on va revoir le règlement et bien évidemment on va essayer de mettre les dispositions à jour avec le développement dans ce domaine. Mais pour l'instant je dirais seulement pour rassurer tout le monde, je ne veux pas dire que le cadre maintenant n'est pas complet, il est très complet avec le niveau d'information qu'on a, mais encore une fois avec la clause qu'on a pour revoir le règlement, c'est pour ça qu'on la met là-bas, pour faire écho à tous les développements de l'industrie et du marché. Vous avez tout à l'heure souligné le temps nécessaire. Est-ce qu'on vise un horizon 2027 pour l'entrée en vigueur? L'horizon est de 2027. Et en attendant, on a le règlement, la directive, ce qu'on appelle le cadre réglementaire de niveau 1. Et puis, dans ces 3 ans, l'agence l'autorité AMLA devra développer un nombre assez impressionnant de normes techniques. Et comme ça, on va compléter le cadre réglementaire et l'horizon est 2027. Oui. Sabine, for you, the next steps for this. Sabine, les prochaines étapes pour vous? Oui. On va maintenant regarder la mise en application, la mise en œuvre de toutes ces applications, les portefeuilles, le modèle de confiance pour les différentes parties prenantes. Et si nous arrivons à le faire, on va faire aussi l'identification électronique des attributs. Et non, on avait un délai très, très serré, donc peut-être on va le faire adopter 6 mois après l'entrée des règles du cadre réglementaire. Donc, je pense décembre plus ou moins. Et puis les États membres, ils ont 2 ans pour émettre les portefeuilles. Merci. Partie règlement AML, je trouve qu'on gagnerait, comme vous le savez, les process de KYC sont lourds, sont complexes, sont coûteux d'ailleurs pour les établissements assujettis. Alors les grands, moi j'ai travaillé très longtemps dans une très grande banque française européenne, donc les très grands établissements n'ont pas de difficultés, disons qu'ils ont les moyens de gérer cela, voilà, avec des ressources qui peuvent être mobilisées. Pour les plus petits établissements, je pense que c'est un vrai sujet, le respect des règles de KYC de façon générale. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y aurait une opportunité formidable générée par l'unification des règles de KYC qui serait développée ou de permettre l'éclosion ou l'arrivée de KYC Utilities. Alors, c'est le cas. En tout cas, c'est le cas, par exemple, en Belgique. Vous avez le groupe Isabelle qui a une solution Cube qui est assez... qui va tout à fait dans ce sens-là. On peut le faire, ça fournirait certainement un service de meilleure qualité, plus efficace, avec un coût
moins élevé, c'est certainement quelque chose qui rendrait service à la communauté des établissements assujettis et indirectement à leurs clients, ce qui est quand même pas non plus totalement négligeable. Et je pense que la mise en œuvre du règlement AML, c'est véritablement une formidable opportunité pour développer une véritable industrie du KYC et de la lutte anti-blanchiment qui soit, je dirais, qui définisse en réalité le meilleur standard mondial. Voilà. Raluca, Alexandra, vous vouliez rajouter quelque chose? C'est agréable quand même d'entendre. Je suis à l'écoute, mais c'est vrai, le KYC est coûteux. Et si l'argument, chaque fois qu'on a entendu pendant ces dernières années que le KYC est coûteux, on le dit que c'est plus coûteux de sortir du marché. Malheureusement, on a eu des gros opérateurs qui ont dû sortir du marché. Mais bon, ça, c'est un cas un peu exceptionnel. Mais oui, on est à l'écoute et on sait que pour des entités assujetties, des plus petits qui sont très diverses, hein, tous les avocats des grandes sociétés d'avocats à Paris, à Paris, Lille, je ne sais pas, les grandes villes, savent comment le faire. Ils mutualisent les coûts. Ce qui n'est pas le cas pour un petit avocat de province, pas nécessairement en France, mais dans des plus petits États membres. Des notaires aussi sont des entités assujetties, pas mal dans le secteur non financier, et c'est en effet très coûteux pour eux. Mais ceci étant dit, il y a un coût qu'on doit payer. Mais on est à l'écoute et on va trouver des moyens pour entendre de l'industrie et pour intégrer dans les normes techniques qui vont être développées les meilleures pratiques qui existent déjà. On ne va pas nécessairement les inventer, je suis sûre qu'elles existent déjà. Et tout en restant neutre, on ne va pas les nommer telles quelles. Je ne sais pas, Isabelle en Belgique, non, on ne va pas dire ça, mais on peut trouver une manière neutre pour encourager ces bonnes pratiques. Je vous propose qu'on prenne peut-être... Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane? Puis on va prendre des questions. Le nom de la solution, c'est Cube, mais je ne suis pas payé par le groupe Isabelle pour le dire. Alors, on va prendre quelques questions peut-être de nos invités. Alors, oui, il y a une question. Guy, Nathalie, on va vous donner un micro. Alors, attendez. Oui, merci Mélanie, merci Stéphane, Raluca et Sabine pour cette très intéressante échange. Alors, je n'ai pas une question, j'en ai trois. Mais je vais essayer qu'elles sont rapides, alors je vais essayer de les formuler rapidement. Première question, peut-être plutôt pour vous, Raluca. Vous nous avez rappelé l'historique de ce règlement AML, notamment les 5 ou 6 directives sur ce sujet. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que le règlement est une amélioration de ces directives dans un contexte où la situation s'est déjà beaucoup améliorée et donc c'est une amélioration de plus, ou au contraire, est-ce que le contexte, je dirais, de la fraude financière, du blanchiment d'argent est devenu de plus en plus inquiétant et que ce règlement est une manière de réagir plus fermement à une situation qui est devenue plus critique? Voilà, donc ça c'est ma première question. Peut-être je vous donne mes 3 questions et puis vous verrez comment vous voulez répondre. La deuxième question, c'est sur le registre des bénéficiaires uniques. Parce que j'ai cru voir de grandes différences dans la façon dont les différents pays tenaient ce type de registre. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas forcément en l'honneur de la France, mais il y a beaucoup de questions qui se posent vis-à-vis de ces registres, des questions d'opportunité, d'ailleurs vis-à-vis de l'identité numérique, des questions aussi de consentement, de vie privée. Est-ce que vous avez déjà une vision donc, sur cette question de l'harmonisation des registres des bénéficiaires uniques, ou est-ce qu'il faudra attendre les actes d'implémentation? Ça, c'est la deuxième question. Et puis, la troisième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que entre la DG Connect et la DG FISMA, au vu de ces impacts croisés entre les deux règlements, est-ce que vous avez prévu des groupes de travail sur ces sujets, notamment dans cette période où on va définir les implémentations? Merci.
vais dire un mot, mais en avance de Raluca. Je pense que il faut tout de même rappeler que sur la partie KYC, dans le schéma actuel qui est la 5e directive, il y avait pratiquement rien au niveau dans la 5e directive sur le contenu du KYC. Hein, donc on était dans une situation où chaque État faisait à peu près comme il veut. Enfin, je schématise, mais je ne crois pas que je caricature en disant ça. Voilà. Et donc on passe d'un schéma où les États ont une autonomie quasi complète à un schéma où on travaille vraiment sur des règles communes et unifiées. C'est un progrès immense, hein, immense. Voilà. Oui, mais pour répondre, est-ce que le cadre, là, maintenant, il est mieux? Bon, il est mieux avec la 5e directive qu'il était avant. Mais c'est justement pour ça qu'on avait proposé un règlement, comme Stéphane l'avait dit, afin qu'on ait dans des règles directement applicables partout dans l'Union européenne, les mêmes, pour le KYC, les mêmes demandes, soi-disant. On doit attendre un peu, mais pour défendre un peu les États membres, je dirais que ne fût-ce que pour transposer la 4e directive qui a été... Et en plus, le temps a été assez court. On avait la 4e directive qui est un instrument très, très complexe. Et puis après, on a eu l'attaque terroriste à Bataclan. Et la Commission a dû proposer des modifications, comme ça, des quick fixes. Et on a eu la 5e. Mais avec le règlement, c'est un grand pas en avant. Mais il faut un peu attendre. Parce que les règles, les nouvelles règles ne sont pas encore applicables. Pour les registres des bénéficiaires réels, bon, c'était aussi un défi pour les États membres. Vous savez qu'en novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne avait invalidé ce que le cadre réglementaire actuel demande, mais seulement il y a eu une invalidation de l'accès indiscriminé de tout membre du public au registre. Et la Cour avait dit que pour des raisons de vie privée, les articles 7, 8 de la carte, bon, il faut laisser les membres du public d'avoir un accès seulement s'ils prouvent un intérêt légitime. Bon, on travaille sur ça. On avait mis dans le nouveau cadre réglementaire comment définir l'intérêt légitime, comment faire plus simple. Par exemple, on aura une reconnaissance mutuelle si je suis... Parce que la Cour avait invalidé, mais la Cour aussi, elle avait identifié les groupes où il y a une sorte de présomption quasi légale d'intérêt légitime. Les journalistes, toute personne qui veut rentrer dans une business relationship avec toute autre personne, ce qui veut dire plus ou moins tout le monde. Journalistes, j'avais dit, les associations, les NGOs qui travaillent dans ce domaine. Alors c'est un cadre assez large. Et dans le règlement, on avait essayé de s'assurer qu'il y aura, comme j'avais dit, une sorte de reconnaissance mutuelle, que si je suis un journaliste, je fais une investigation sur une affaire AML en France, si je dois avoir le registre à Luxembourg ou en Allemagne, je ne dois pas repasser par le même processus. Alors on avait fait ça. Et puis les registres, bon, tous les États membres, la France y compris, suite à l'arrêt de la Cour, afin de diminuer le risque de litigation, ils ont essayé au début de fermer leur registre et de faire des changements qui ne sont pas... Moi, je suis juriste, j'ai aucune idée sur le IT, vous êtes mieux placé que moi, mais de changer une architecture IT d'un registre qui était ouvert à tout le monde pour le faire seulement sur base d'intérêt légitime, ça a demandé quand même un travail considérable de la part de tous les États membres. Et en plus de ça, on avait avancé entre-temps, avec ces difficultés que je reconnais et que j'excuse pour tous les États membres, ça il faut le dire très clairement. On travaille pour l'intégration, on a tous ces registres seront intégrés, elles sont déjà intégrées, bon, pas dans la meilleure manière, on travaille toujours, mais elles sont intégrées au niveau de l'Union européenne. Et je laisse Sabine parler de notre coopération. Yeah, our cooperation is of course
Notre compréhension, évidemment, elle est très bonne. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec l'entité anti-blanchiment. Donc moi, j'ai approché les collègues ils m'ont approché. C'est comme ça qu'on travaille à la Commission. Donc la DG Connect, par exemple, pour vous donner un exemple, nous avons les règles pour le onboarding à distance. Remote onboarding, c'était quelque chose de très facile, comme on fait toujours à la Commission. Confirmer l'urgence d'une harmonisation européenne, nous, ça nous donne du business dans les cabinets de conseil, mais on a beaucoup de clients qui veulent aller vers l'européanisation de leurs activités. Et dans ces cas-là, ils ont obligatoirement besoin d'aller consulter toutes les dispositions nationales, les traduire, les assimiler et les intégrer en plus des dispositions nationales qu'ils utilisent pour leur propre pays. Donc c'est très 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 compliqué et c'est également compliqué pour les usagers puisque par exemple un Français qui veut accéder à une banque en Belgique, s'il n'est pas résident belge parce qu'il n'a pas la carte nationale d'identité ou l'identifiant RNN belge, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire en ligne en Belgique. Donc c'est également un problème usager. Je reviens sur l'opportunité entre la convergence. I'm coming back between. Vous préférez que je parle français ou en anglais? I'm coming back to the. Je reviens vers le lien entre le MLA et EIDAS 2. Donc le premier impact, c'est les attributs, attestation électronique. C'est certain que ça nous aiderait. J'ai bien compris. Mais la dette va regarder très profondément les attributs parce qu'évidemment ça doit être proportionné au risque pour les MLA. Mais nous avons une question sur le Remote Customer Onboarding. Juste aujourd'hui où nous avons les lignes directrices du EBA et qui est très loin de la réalité parce qu'on a des deepfakes, on a tous les outils sur le web pour faire des attaques très faciles. Donc c'est urgent d'avoir une position commune entre DigiConnect sur le remote onboarding qui peut résister au niveau des attaques. Donc si on regarde les lignes directrices sur les statuts d'identification à distance. Donc c'est clair, c'est urgent parce que si vous allez ouvrir le onboarding remote, le remote onboarding avec le deepfakes qui sont tellement faciles à faire, là vous avez un énorme risque des attaques terroristes, comme on a déjà vu. Merci beaucoup de l'avoir mentionné tout cela parce que je sais qu'il y a beaucoup de scepticisme envers les portefeuilles, mais c'est peut-être un point où les portefeuilles pourraient être très, très utiles. Je sais qu'il y a évidemment des côtés négatifs, mais là, c'est surtout un côté positif. Et ça serait les portefeuilles vont aider les entreprises à obtenir des nouveaux clients à travers l'Union européenne et tout en protégeant la sécurité. Écoute, je suis parfaitement d'accord. Il y a du sens de ouais. Disons que là, il y a une sorte de mapping de tous les produits de EBA. Moi, à mon avis, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je ne vais pas nécessairement les défendre. Mais tout ceci sera revu et mis à jour avec le cadre réglementaire qu'on a. J'ai bien noté ça. Merci beaucoup, Raluca. Y a-t-il une dernière question pour cette session?
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Thank you very much, Sabine. Merci, Raluca, Alexandra. Merci, Stéphane, d'avoir été avec nous, d'avoir porté ces textes, en tous les cas, de nous avoir éclairés et puis de mettre aussi en lumière ces avancées. Alors, il reste beaucoup à faire, on l'a compris, mais il y a aussi des choses qui bougent, qui avancent et qui se structurent. Et ça se passe au niveau européen. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos travaux et vos avancées avec nos invités. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette session. Guy, vous l'avez présenté ce matin, nous avons un cocktail qui nous réunit à 17 h, donc juste à l'extérieur de la salle. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous, peut-être de manière plus informelle, si nos invités peuvent éventuellement rester aussi avec nous. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même demain à 9 h 30 avec Eric Salobir, le président de la Human Technology Foundation, où nous parlerons à nouveau d'humain au cœur de ces transformations numériques qui bouleversent notre quotidien et comment remettre l'humain au cœur des actions, au cœur de la protection aussi. C'est un sujet éminemment important qui nous concerne toutes et tous. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée ici à Lille.